Sun Tzu, stratège militaire et général chinois surtout connu comme l'auteur de l'ouvrage de l'art de la guerre, parfois appelé les 13 chapitres. Un traité de stratégie militaire. Il était associé officiellement ou en tant qu'inspirateur à l'école militaire, l'un des systèmes philosophiques des 100 écoles de pensée de la période de printemps et automne, 772-476 avant Jésus-Christ, qui préconisait la préparation militaire pour maintenir la paix et l'ordre social. L'existence d'un individu du nom de Sun Tzu a été contestée de la même manière que les chercheurs et les historiens débattent de l'existence de son supposé contemporain Lao Tzu, le philosophe taoïste. L'existence de l'art de la guerre, cependant, et sa profonde influence depuis sa publication, prouvent clairement que quelqu'un a bel et bien produit cet ouvrage. Et la tradition veut que l'ouvrage ait été écrit par un certain Sun Tzu. Son historicité semble avoir été confirmée par la découverte en 1972 de son œuvre, ainsi que de celle de son descendant apparent qui a écrit un autre art de la guerre. Sun Tzu aurait vécu, combattu et composé son œuvre pendant la période des printemps et automnes, qui précède la période des royaumes combattants, 481-221 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle la dynastie Zhou, 1046-256 avant Jésus-Christ, était en déclin, et les royaumes qui lui étaient autrefois liés s'affrontaient pour la suprématie et le contrôle de la Chine. Au début de la période des printemps et automnes, les guerriers chinois suivaient le protocole traditionnel de comportement chevaleresque, avant, pendant et après un engagement. Cependant, au fil du temps, cette adhésion à la tradition devint de plus en plus frustrante, car aucun État ne pouvait prendre l'avantage sur un autre, parce que chacun suivait exactement le même protocole et employait les mêmes tactiques. L'œuvre de Sun Tzu visait à sortir de cette impasse en exposant une stratégie claire pour gagner de manière décisive par tous les moyens nécessaires. Ces concepts peuvent avoir été dérivés de philosophies antérieures ou avoir été basés sur sa propre expérience de la bataille. Quoi qu'il en soit, ces théories furent mises en pratique par le roi de l'État de Qin, qui, en suivant la philosophie de Sun Tzu, conquit les autres États par une politique de guerre totale et établit la dynastie Qing, se déclarant Qin Shi Huangdi de 221 à 210 avant Jésus-Christ, le premier empereur de Chine. L'œuvre de Sun Tzu a été consultée par des militaires et des stratèges commerciaux depuis cette époque, et jusqu'à nos jours, ses leçons sur la manière d'atteindre ses objectifs continuent d'être très prisées par toutes les classes sociales. La difficulté de déterminer si Sun Tzu a bel et bien existé est due à l'époque à laquelle il est censé avoir vécu et écrit son œuvre. La période des printemps et automnes, et plus tard la période des royaumes combattants, sont des époques chaotiques, définies par le déclin de l'autorité de la dynastie Zhou et les conflits incessants entre les États qui la soutenaient et la défendaient auparavant. L'agitation de cette époque, la destruction ultérieure des divers ouvrages de la dynastie Qing ont entraîné la perte de nombreux documents importants. Il semble toutefois qu'un général ait au moins la réputation de Sun Tzu ait vécu et servi à cette époque, et qu'il ait préconisé une politique de guerre totale, afin de mettre fin au conflit des royaumes combattants et d'établir la paix. Pour Sun Tzu, la guerre était une extension de la politique et devait être menée dans l'intérêt du plus grand et de tous, le conquérant et le conquis. L'identité de cet homme, cependant, continue d'être débattue. L'historiocité de Sun Tzu est étayée par deux ouvrages essentiels. Les Annales des printemps et automnes, les archives de l'État de la dynastie Zhou, de 722 à 481 avant Jésus-Christ, et les mémoires du grand historien de la dynastie Han, Sima Qiang. Les mémoires sont pour la plupart assez précises, et cela inclut la section sur Sun Tzu. Le nom sous lequel il est connu, cependant, est un autre obstacle, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un nom de personne, mais d'un titre traduit par le maître. Comme l'art de la guerre utilise plusieurs reprises la phrase Sun Tzu a dit pour introduire les préceptes, il a été affirmé qu'un grand génie militaire, dont le nom est inconnu, aurait inspiré l'ouvrage qui fut écrit pour consigner ses stratégies. Il y a également été suggéré qu'un étudiant de l'école militaire aurait pu écrire l'ouvrage pour consigner sa vision centrale selon laquelle la victoire à la guerre garantit la paix. Les experts qui soutiennent l'historiocité de Sun Tzu en veulent pour preuve son rôle dans la victoire de la bataille de Boju 506 avant Jésus-Christ.
Les sources sur Zheng affirment qu'il aurait servi le roi Hulu du Wu dans les guerres Wushu de 512-506 avant Jésus-Christ. Hulu voulait tester les compétences et l'engagement de Zheng avant de le nommer à la tête du royaume. Il lui ordonne donc de former ses 180 concubines pour en faire des soldats. Zheng divise le harem en 2 compagnies, chacune ayant pour commandante les 2 favorites du roi. Lorsqu'il donne le premier ordre de faire face à la droite, les femmes rient, ne prennent pas l'exercice au sérieux. Zheng répète son ordre, et à nouveau, elle rit. Il fait alors exécuter et remplacer les 2 commandantes. Par la suite, les femmes obéissent à ses ordres sans hésiter, et Hulu engage Zheng comme général. Même si elle n'a jamais eu lieu, cette histoire illustre l'engagement de Zheng à gagner quel que soit le prix, en commençant par la discipline des troupes. Selon Sima Qiang, l'histoire doit être acceptée car elle est en accord avec le concept de discipline de Zheng, comme en témoigne la victoire des Hu à Buzhou résultant autant de la discipline des troupes que de la stratégie employée. Sun Tzu aurait dirigé les forces Wu avec le roi Hulu et aurait vaincu les forces Shu grâce à ses tactiques. À Buzhou, les forces Shu étaient numériquement supérieures aux Wu et le roi Hulu hésite à attaquer, bien que les 2 armées aient été sommées sur le terrain. Fu Gai demanda que l'on donne l'ordre de sonner la charge, mais Hulu refuse. Fu Gai choisit alors d'agir de son propre chef, conformément au conseil stratégique de Zheng et donne l'ordre d'avancer. Si les troupes n'avaient pas été aussi bien disciplinées, elles auraient pu hésiter, attendre les ordres du roi. Mais elles obéirent à leur commandant, et Fu Gai chasse l'ennemi du champ de bataille. Le succès de Fu Gai dans les guerres Wushu fut entièrement dû à son propre courage et à sa foi dans les préceptes de Zheng. Grâce aux renseignements fournis par des espions, Fu Gai savait que le général adverse, Nang Ha, était méprisé par ses troupes et qu'elle n'avait aucune envie de se battre. Suivant le conseil de Zheng de le forcer à se dévoiler, de trouver ses points vulnérables, il remporte la victoire grâce à la tactique de l'ennemi, comme l'avait indiqué Zheng en refusant d'adhérer aux règles standards de la guerre, telles qu'elles étaient comprises à l'époque. Il ne laisse pas l'ennemi se retirer en lieu sûr, il ne lui permet pas de traverser la rivière, mais au contraire, coupe les forces en 2 à mi-chemin, empêche leur mobilisation et la formation de lignes, et les attaque même plus tard, à l'heure du dîner. La victoire de Fu Gai à Buzhou aurait été impossible avant Zheng et ses nouvelles stratégies. La guerre en Chine, jusqu'aux premières années de la période des printemps et automnes, était considérée comme une sorte de sport de la noblesse, avec lequel la chevalerie prévalait et les règles ne devaient pas être enfreintes. Zheng change tout cela, change les règles en appliquant les principes taoïstes à la guerre, et en refusant de considérer la guerre comme un sport. L'art de la guerre déclare: à la guerre, votre grand objectif soit la victoire et non les longues campagnes. Ainsi on peut savoir que le chef des armées est l'arbitre du sort du peuple, l'homme dont il dépend, que la nation soit en paix ou en péril. Zheng n'avait aucune patience avec les jeux prolongés auxquels les généraux semblaient aimer se livrer. Une fois les hostilités déclenchées, la priorité était de vaincre l'ennemi et non de s'adonner à la galanterie qui ne pouvait que prolonger le conflit et coûter plus de vie. Cette facilité de vie spontanée est illustrée dans les écrits de Zheng en ce qu'il met constamment l'accent sur la voie naturelle vers la victoire, tout en ignorant la sagesse conventionnelle de l'époque concernant les engagements militaires. Kohler écrit en outre que le grand ouvrage taoïste, le Tao Te Ching, reflète une horreur de la guerre et une aspiration profonde à la paix. Et l'œuvre de Zheng reflète également cette idée, en ce sens que la meilleure façon d'atteindre la paix est de remporter une victoire rapide, ou au mieux encore, de vaincre un ennemi avant même que la guerre ne commence. Zheng écrit: combattre et conquérir dans toutes ces batailles n'est pas l'excellence suprême. L'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Sa stratégie fondamentale, tout au long de ses écrits, peut être trouvée dans les lignes de Dao de Jing. Ce qui est incomplet s'accomplira. Ce qui est courbé deviendra droit. Ce qui est vide sera rempli.
en s'adaptant à sa situation, plutôt que de s'accrocher rapidement à la façon dont on pense que les choses devraient être. On est capable de reconnaître la fluidité des conditions et d'agir sur elles de façon décisive. Bien que l'œuvre de Sun Tzu semble avoir été connue pendant la période des royaumes combattants, ses préceptes ne furent pas utilisés avant les réformes de l'homme d'État Qin Shi Huang, qui eut peut-être connaissance de l'œuvre. Conformément à la vision de Sun Tzu, Chang préconisait la guerre totale, plutôt que l'adhésion aux pratiques chevaleresques du passé. Les réformes de Chang Hong furent pleinement mises en œuvre par le roi Shi Huangzong, qui en conquérant les autres États entre 230 et 221 avant Jésus-Christ, unifia la Qing sous son règne sous le nom de Qi Huangdi et fonde la dynastie Qing, la première dynastie impériale de Chine. Après l'effondrement de la dynastie Qing entre 206 et 202 avant Jésus-Christ, les principaux prétendants au pouvoir en Chine, Liu Bang de Han, Xiang Hu de Shu, ont continué à utiliser les principes de Sun Tzu dans leurs conflits. Les stratégies qui conduisent à la victoire décisive des Han à la bataille de Giangxiang en 202 avant Jésus-Christ suivent l'idéologie de l'art de la guerre, à bien des égards, mais surtout dans le fait que le général Han Xing ait attaqué sans relâche Xiang Hu sans tenir compte des anciennes règles de la guerre, et que l'armée Han ait chanté les chants indigènes de Shu pour démoraliser les forces de Shu. La bataille de Xianxia conduit à l'avènement de la dynastie Han 202 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ, qui fait revivre la culture antérieure de la dynastie Zhou et encourage le développement culturel, notamment l'invention du papier, le perfectionnement de la poudre à canon, l'histoire écrite, et en 130 avant Jésus-Christ, l'ouverture de la route de la soie et le début du commerce mondial. La dynastie Han établit le modèle standard pour toutes les dynasties suivantes, et l'on peut dire donc affirmer que l'art de la guerre a été le texte fondateur de l'établissement des dynasties impériales qui ont régné sur la Chine jusqu'en 1912. On sait que l'art de la guerre fut consulté par le chef de guerre Cao Cao, l'un des généraux qui tentent de conquérir le trône lorsque la dynastie Han était en déclin. Cao Cao écrit un commentaire sur l'ouvrage établissant son importance à cette époque. Mais il était sans doute connu des nobles qui s'engagent dans la guerre des 8 princes, 291-306 de notre ère. Chacun se faisant la guerre selon les préceptes de Sun Tzu. La défaite de Cao Cao à la bataille de la Falaise Rouge 208 après Jésus-Christ entraîne la division de la période des 3 royaumes 220-280 après Jésus-Christ, qui établit des royaumes distincts, tous dirigés par d'anciens généraux qui avaient utilisé l'ouvrage de Sun Tzu. L'art de la guerre continue à être consulté tout au long de l'histoire de la Chine et finit par être considéré comme l'un des classiques et une lecture obligatoire. Depuis la Chine, l'ouvrage fait le tour du monde et à l'heure actuelle, il figure parmi les livres les plus vendus de tous les temps. La maxime de Sun Tzu, selon laquelle toute guerre est basée sur la tromperie, a été citée comme une composante essentielle de toute campagne militaire, ainsi que dans toutes les transactions commerciales, les procédures judiciaires et les campagnes politiques. Son œuvre a gagné en popularité grâce à ses traductions dans le monde entier, et a été utilisée non seulement par les militaires, mais aussi par les stratèges d'entreprise, les conseillers politiques, les coachs de vie et d'autres personnes qui conseillent les gens sur leurs choix financiers ou personnels. L'existence même de Sun Tzu en tant qu'individu n'a plus vraiment d'importance, car l'œuvre qui porte son nom a réussi à rendre son nom immortel. Sun Tzu est surtout célèbre en tant qu'auteur de l'ouvrage de stratégie militaire le plus ancien connu, l'art de la guerre. L'idée principale de son œuvre est que l'objectif de la guerre est de contraindre l'ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à la ruse, l'espionnage, une grande mobilité et l'adaptation à la stratégie de l'adversaire. Tous ces moyens doivent être employés afin d'assurer une victoire à moindre coût, humain et matériel. Il inaugure ainsi la théorie de l'approche indirecte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.